Bonjour à tous, merci de l'invitation. Donc on va essayer de débuter sur savoir qu'est-ce que ça nous amène de comprendre comment marchent ces nouvelles molécules. Donc les conflits d'intérêts. Je pense que le conflit d'intérêts le plus important que j'ai, c'est que je suis le fondateur et le coordonnateur d'une clinique d'anticoagulation qui est essentiellement une clinique d'AVK. Donc, m'occupant des AVK, je suis un peu en terrain de conflit avec les nouveaux anticoagulants. Les nouveaux anticoagulants qui ne sont pas aussi nouveaux que ça. Donc, on a tendance maintenant à plus les appeler NACO, parce qu'on les appellera NACO toute leur vie. On les appelle ACOD, qui sont anticoagulants oraux directs, qui permettent de voir que la nouveauté, un jour, ça s'épuise. Alors, en pratique, on va regarder est-ce que ça sert à quelque chose de savoir comment ça marche, ces nouveaux anticoagulants. Ça sert un peu à quelque chose, c'est en particulier de connaître leur métabolisme, puisque en fonction du métabolisme de ces molécules, on va faire attention, et en particulier le point qui va nous intéresser le plus, ça va être la fonction rénale, en tout cas l'élimination au niveau du rein, avec le dabigatran qui est éliminé à 80% par le rein, et l'apixaban qui n'est éliminé qu'à 25% par le rein. La deuxième chose, ça va être les métabolismes, pour voir que ces nouvelles molécules ont quand même certaines interactions médicamenteuses, et c'est essentiellement avec les molécules qui passent par la 3A4 ou la 2D12. Alors, si on essaye de regarder comment est-ce qu'ils inhibent, on peut montrer d'une façon relativement simple un schéma simplifié de la coagulation dans lequel on voit le facteur 10 qui va activer la thrombine dans une voie d'amplification avant que la thrombine soit générée, participant avec l'activation du principal système d'inhibition de la coagulation qui sont la protéine C et la protéine S. Et donc on va avoir le choix de dire qu'est-ce qu'on va choisir comme molécule, un inhibiteur de la thrombine ou un inhibiteur du facteur 10, qu'est-ce qui va être potentiellement le plus important. Alors, on peut prendre un schéma plus compliqué de la coagulation, mais qui va nous montrer exactement la même chose, c'est-à-dire que l'ensemble des facteurs de coagulation s'activent les uns les autres. Mais surtout, il y a un point qui est extrêmement important, c'est que la coagulation, ça ne se passe pas en phase liquide, ça se passe en phase solide. Il y a du thrombus qui se forme, et c'est à l'intérieur de ce thrombus qu'on va essayer d'inhiber la croissance de ce thrombus, et on va donc être très intéressé de savoir comment les molécules vont pouvoir agir à l'intérieur. Globalement, vous savez comment marchent ces molécules, vous saviez comment marchent les parines que vous utilisez au quotidien. Les parines, c'est un cofacteur de l'antithrombine par l'intermédiaire de sa séquence pentasaccharidique. C'est un inhibiteur indirect parce qu'il passe par l'antithrombine. C'est un inhibiteur qui est compétitif et une fois qu'il est fixé, il va y avoir une dégradation de la thrombine. Ces nouveaux anticoagulants, eux, ils vont avoir, en tout cas les directs, ils vont avoir pour effet de venir se fixer directement sur le site actif de la thrombine. Et il y en a un que vous utilisez peut-être de temps en temps, qui est la bivalirudine, ou que certains de vos collègues cardiologues utilisent de temps en temps, qui a une caractéristique parce qu'il a une affinité extrêmement forte qui est de l'ordre du picomolaire. Et puis, celle qu'on utilise dans l'antithrombine, c'est le dabigatran, qui agit par un mécanisme qui est du même ordre, mais l'affinité est beaucoup moins forte. C'est une molécule qui est compétitive et réversible, et elle a un coefficient d'affinité qui est beaucoup plus faible, permettant d'expliquer qu'on n'aura pas exactement la même activité avec une antithrombine directe de type bivalirudine ou une antithrombine directe de type dabigatran. Pour les antidisa, c'est exactement la même chose. Vous savez que pour l'antidisa, la molécule antidisa indirecte, c'est le pentasaccharide qui va stimuler l'activité antidisa de l'antithrombine. Il est donc indirect et il va jouer essentiellement sur la forme libre du facteur 10 activé. Les nouvelles molécules, elles sont du même ordre que ce qu'on a vu tout à l'heure, mais plutôt que d'être contre la thrombine, elles vont être contre le facteur 10 activé, et elles vont se différencier par quelque chose auquel vous ne faites pas attention au quotidien, mais qui dans votre choix de la molécule va devenir important, qui est celui de regarder l'affinité des molécules, et vous voyez qu'il y a presque 20 fois de différence d'affinité entre une molécule d'apixaban et une molécule de rivaroxaban, et dans ces conditions-là, pour se lier et pour les effets, on n'aura pas exactement la même efficacité.
Ceci pour vous redire que ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant, puisqu'on ne connaissait que l'inhibition de la phase liquide avec les héparines, on s'intéressait qu'à l'inactivation par l'intermédiaire de l'antithrombine, et maintenant on va être extrêmement intéressé par l'inhibition en phase solide, par ce qui est fixé à l'intérieur du caillot, que ce soit le caillot dans lequel le facteur de coagulation soit fixé, ou le complexe de coagulation sur lequel se trouve le facteur 10 activé. Est-ce que ça sert à quelque chose de connaître quelque chose sur les posologies d'administration? Alors, quand on regarde les pharmacocinétiques d'administration de ces molécules, vous savez que la caractéristique qu'il y a entre le rivaroxaban qui est donné une fois par jour et l'apixaban qui est donné 2 fois par jour, c'est qu'on va avoir une activité qui va être plus forte à celle qui est donnée 2 fois par jour, et à la concentration maximum, et à la concentration minimum, une activité plus faible à celle qui est donnée 1 fois par jour, avec une variation sur le nictémère qui est moins importante pour les molécules qui sont données 2 fois par jour. Donc d'une façon classique, on pouvait se dire, est-ce que ça va jouer un rôle sur l'efficacité et sur la sécurité de ces molécules d'être fait de cette façon-là? Quand on regarde les données que l'on avait avec les phases de développement d'abigatran, on peut comparer le 150 mg 2 fois par jour au 300 mg donné 1 fois par jour, c'est-à-dire la même dose, mais donnée en 1 fois ou en 2 fois. On voit qu'en 2 fois, on a une diminution très nette des événements ischémiques, donc une efficacité qui paraît plus nette, et sans une augmentation significative des événements hémorragiques. Et dans ces conditions-là, on a pensé que le 2 fois par jour était plus important, et c'est la raison pour laquelle le dabigatran est donné en 2 fois par jour. Et puis, il y a eu les recherches de doses qui ont été faites avec les anti-DISA, et celle qui a fait la plus belle recherche de dose, c'est l'édoxaban, le 4e des nouveaux anticoagulants qui va arriver, dans lequel, quand on regarde ce qui est donné avec le 30 mg 2 fois par jour et le 60 mg 1 fois par jour, c'est-à-dire la même dose totale en 1 fois ou en 2 fois, sur la sécurité, c'est-à-dire les événements hémorragiques, contrairement à tout ce qu'on pouvait attendre, le 2 fois par jour fait plus saigner que fait saigner le 1 fois par jour, qui a un pic d'anticoagulation plus fort, ce qui a fait le développement de la molécule dans ces conditions-là. Le développement de la molécule a été fait, et il y avait une explication qui était très jolie, qui était celle de montrer que quand on regardait les concentrations minimales de la molécule avec la survenue des événements hémorragiques, il y avait une corrélation totale entre la concentration minimale, et c'est évident que quand on donne 1 fois par jour, on a une concentration minimale qui est plus faible, et dans ces conditions-là, on avait donc potentiellement 1 fois par jour avec moins d'événements hémorragiques. On a vu arriver les résultats, c'est l'étude Engage qui vient d'être très récemment publiée, qui était un peu décevante. On espérait qu'en efficacité, ça allait être beaucoup mieux que les autres, or ça fait bien comme les autres, mais ça ne fait pas mieux que les autres. Et on espérait qu'en sécurité, ça allait être énorme comme gain, et on voit que ça ne fait pas mieux que fait, peut-être moins bien, que fait l'apixaban. Donc on voit dans ces conditions-là que la théorie d'1 fois par jour, 2 fois par jour, elle est un peu fausse, et qu'il faut se fonder sur les études cliniques et de voir ce qui a été réalisé, et qu'on a des arguments théoriques, mais les essais nous montrent que finalement, le 1 fois ou le 2 fois par jour, ça ne fait pas une grosse différence dans les effets cliniques. En pratique, il va falloir comprendre que quand on va vouloir inhiber les thromboses, toutes les thromboses ne sont pas les mêmes. Alors, quand vous avez une thrombose veineuse de chirurgie orthopédique, vous avez une thrombose veineuse avec une formation d'un thrombus qui se fait de façon progressive, vous allez utiliser un anticoagulant, et si vous regardez une thrombose veineuse d'un patient cancéreux, vous voyez que la thrombose veineuse n'est pas du tout la même. C'est une thrombose d'hypercoagulabilité, et on va se rendre compte que chez ces patients, le schéma de coagulation qui est mis en place n'est pas le même dans la thrombose veineuse de chirurgie orthopédique et la thrombose veineuse de cancérologie, et que forcément, dans ces conditions-là, ça ne va pas forcément être la même molécule qu'on va utiliser comme antithrombotique, et on attend d'avoir les essais qui soient réalisés spécifiquement chez les patients cancéreux pour savoir les molécules qui vont avoir l'efficacité chez les patients cancéreux.
Quand on regarde la fibrillation auriculaire, on voit que quand on regarde la fibrillation auriculaire, les conditions dans la circulation, c'est des conditions de coagulation. Donc on va avoir des molécules avec des patients qui vont avoir une potentialité d'avoir des événements venant à partir des valves cardiaques, et en particulier si les valves cardiaques sont prothétiques. Et vous savez que l'essai qui a été développé avec le dabigatran chez les patients valvulaires a montré que le dabigatran donnait pourtant une très forte dose, avait un risque hémorragique majoré de la forte dose qui était utilisée et avait une efficacité qui était moindre que celle des AVK. Donc, on se rend compte que pour chacune des indications, on doit savoir exactement ce qu'on doit devoir utiliser. Vous savez que dans la thrombose qui se forme à l'intérieur des artères, et en particulier des artères coronaires dans les suites des syndromes coronariens aigus, vous avez une thrombose qui va inclure des plaquettes et de la coagulation, et il est tout à fait logique de regarder l'efficacité des anticoagulants, et vous savez que le rivaroxaban vient d'avoir une AMM pour un traitement chronique dans les suites d'un syndrome coronarien aigu pendant au moins les 6 premiers mois pour éviter la survenue des événements ischémiques. Donc on voit ce qu'il en est. Ensuite, on va se poser des questions qui va être celle de savoir ces molécules, est-ce que de savoir comment elles fonctionnent, ça va nous aider pour comprendre les effets secondaires. Et dans les effets secondaires, vous savez qu'il y a une diminution d'un effet secondaire qui nous intéresse tous, c'est que quand on regarde les hémorragies intracrâniennes ou les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques des patients traités avec ces nouveaux anticoagulants, tous, de façon significative, diminuent les hémorragies intracrâniennes par rapport aux AVK. Donc on a une diminution. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut probablement dire que ce n'est pas une caractéristique de ces molécules, c'est plutôt une caractéristique des AVK. Les AVK, du fait de leur mode d'action, font particulièrement saigner au niveau de la barrière hémato-encéphalique, et c'est la raison pour laquelle ces nouvelles molécules qui n'ont pas le désagrément des AVK ont l'augmentation du risque hémorragique général sans avoir la spécificité des AVK. En sachant que ces molécules, par contre, quand on regarde les hémorragies générales, en particulier les hémorragies digestives, elles sont du même ordre que les AVK et quelquefois un peu plus. Et là, on comprend très bien, elles sont directement actives par voie orale, elles ont de fortes concentrations dans le tube digestif et ça participe à l'augmentation du risque hémorragique digestif de ces molécules par rapport aux antivitamines K. De savoir comment marchent ces molécules, ça va vous aider de comprendre comment ça interfère sur les facteurs de coagulation et comment ça joue globalement sur la coagulation. Quand vous utilisez une antithrombine, est-ce que vous utilisez une antithrombine pour avoir l'effet sur la thrombine qui est formée ou est-ce que vous l'utilisez pour avoir un effet sur la boucle d'amplification? On a un test à notre disposition, qui est un test que vous utilisez peut-être de temps en temps, qui est le test de génération de thrombine, qui est un test qui est très joli, dans lequel, quand on regarde les patients qui sont traités par le dabigatran, on voit que le pic de génération de thrombine n'est pas modifié par le dabigatran, mais le pic de génération de thrombine est reculé par le dabigatran, retardé par l'augmentation des doses. Ça veut dire que ce que l'on fait, c'est avec la dose des antithrombines directes, on a un effet qui est un effet sur la boucle d'amplification, mais pas finalement sur l'amplification par elle-même. Quand on regarde ce qu'il en est avec les anti-DISA, eh bien dans le même test du test de génération de thrombine, on voit qu'on a progressivement une diminution de la thrombine qui est générée. Donc de couper le robinet à un niveau suffisamment haut a pour effet de limiter la génération de thrombine. Donc on voit que ces molécules antithrombines, anti-DISA ne fonctionnent pas du tout de la même façon sur la coagulation. Ne fonctionnant pas de la même façon sur la coagulation, elle ne vaut pas agir de la même façon sur les tests de coagulation. Vous savez que les patients que vous recevez et qui reçoivent du dabigatran ont une augmentation importante du TCA, mais par contre ont une modification relativement modérée du TP, de façon spécifique un allongement du temps de thrombine. Et si vous avez une anti-DISA spécifique, elle va être allongée de façon spécifique. Le rivaroxaban a un effet sur le temps de quick, allonge le temps de quick, augmente l'INR des patients, a un effet beaucoup moins significatif sur le TCA, pas d'effet sur le temps de thrombine, puisque c'est pas une antithrombine, ça joue spécifiquement sur le facteur 10 activé, et ça ne joue pas sur la thrombine.
de façon très surprenante, en tout cas vous pouvez a priori être surpris, que quand on regarde le rivaroxaban et l'apixaban, qui sont deux antidissa, ils ne se comportent pas du tout de la même façon sur les tests de coagulation. Ce qui était modifié par le rivaroxaban est pratiquement pas modifié par l'apixaban. Or, les deux sont antidissa, mais probablement, vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure, que l'affinité de ces molécules est complètement différente, et dans ces conditions-là, ces modifications, ces différences d'affinité sont responsables des différences sur les tests. Vous savez que ça nous pose un gros problème, en particulier dans les services d'urgence, puisque le patient qui est sous apixaban, il peut avoir la dose anticoagulante d'apixaban et se présenter avec un bilan de coagulation qui est quasiment normal. Donc il est très important dans ces conditions-là, soit de faire les tests spécifiques, soit d'avoir l'interrogatoire qui apporte quelque chose. Ça, c'est une autre façon de montrer que pour la même quantité d'anticoagulation, le même degré d'anticoagulation, l'apixaban modifie beaucoup moins le TP et l'INR que ne modifie le rivaroxaban. Le rivaroxaban ayant, même pour les très fortes doses, quasiment pas de modification ni de l'INR ni du TCA. Par contre, les laboratoires ont développé des tests spécifiques pour chacune de ces molécules, avec une corrélation qui est parfaite entre la concentration plasmatique et l'allongement du test. Le test, c'est le test de l'hémoclote, qui est celui qui est le plus utilisé pour le dabigatran, et avec un test de coagulation, on est capable de vous rendre très rapidement le degré d'anticoagulation de votre patient au moment où c'est fait. De la même façon, pour le rivaroxaban, test spécifique basé sur l'activité antidissa qui vous permet d'avoir directement l'activité antidissa du patient et son degré, son taux plasmatique. Et l'apixaban, bien qu'il ne modifie pas les tests globaux, il va modifier le test spécifique d'antidissa. Et on a un test spécifique d'antidissa qui vient d'être commercialisé depuis quelques semaines maintenant, qui permet de pouvoir mesurer l'antidissa des patients traités par apixaban sans aucune difficulté dans ces conditions. Est-ce que ça amène quelque chose de connaître le degré d'anticoagulation des patients? On va voir tout à l'heure que dans la gestion, dans les phases aiguës, il y a tout un tas de moments dans lesquels on est très intéressé de connaître un tout petit peu le degré d'anticoagulation du patient. Mais il vient d'y avoir une publication cette année qui est une publication qui est très jolie, qui est une publication avec le dabigatran, qui a eu une étude ancillaire dans laquelle les taux plasmatiques minimum et maximum, les concentrations plasmatiques minimum et maximum du dabigatran ont été mesurés au cours de l'étude dans la fibrillation auriculaire, autour de l'étude RELY. On voit de façon très jolie que plus la concentration plasmatique de dabigatran augmente, plus le risque hémorragique du patient augmente. C'est quelque chose qui était prévisible, mais c'est quelque chose qui est joli de voir que quand on a une forte concentration, le risque hémorragique est augmenté. Et le point le plus intéressant qui était beaucoup moins attendu, c'est que quand on regarde l'efficacité antithrombotique, on voit que quand le patient a une concentration qui est très faible, il perd l'efficacité, c'est normal, il n'y a pas de dabigatran ou pas assez de dabigatran, il n'a pas l'efficacité. Mais ensuite, pour tout un énorme range d'efficacité, d'un range de concentration, on n'a pas de modification de l'efficacité, ce qui veut dire qu'avec ces molécules-là, on n'a pas d'intérêt à augmenter les concentrations pour pouvoir essayer d'augmenter l'efficacité du fait du mode d'action. Tout ça, ça nous permet de voir que pour la gestion au quotidien, avec ces tests spécifiques, on a maintenant à notre disposition, pour les utilisations prophylactiques ou les utilisations thérapeutiques de ces molécules, des concentrations attendues qui permettent de pouvoir gérer ces patients, qu'ils soient sous rivaroxaban, sous dabigatran ou sous apixaban. Et j'espère que dans ces conditions-là, je vous aurai aidé à comprendre que le fait d'avoir un peu de connaissance du mode d'action de ces nouvelles molécules va vous aider dans le maniement quotidien de ces molécules. Je vous remercie.